Donc, bonjour à tous, je suis donc Céline, la responsable de la communauté des bénévoles au sein de l'association. Aujourd'hui, du coup, je vais être l'animatrice de cet infocœur sur la thématique de l'endocardite infectieuse. Pardon. Du coup, nous aurons plusieurs intervenants. Nous sommes avec le docteur Lee, qui est cardiologue à la clinique Pasteur à Toulouse. Bonjour, docteur Lee. Bonjour. Nous avons également la présence de Caroline qui va témoigner sur son statut de patient, de parent de patient. Bonjour Caroline. Bonjour. Puis nous avons Benoît qui lui va témoigner sur son statut de patient. Et enfin, je suis également accompagnée, pardon, de Jean Gaspard qui va être le modérateur aujourd'hui de cette session, qui du coup, vous pouvez poser vos questions via le chat et qui lui les transmettra au fur et à mesure. Donc bonjour Jean Gaspard. Bonjour. Et nous avons également la présence de Rachel qui va nous présenter son association. Voilà, donc je laisse vous présenter chacun. Donc on va peut-être commencer par le docteur Lee. Je vais du coup partager mon écran pour sa présentation. Moi, je vais revenir sur la notion d'endocardite infectieuse justement dans les cardiopathies congénitales. La définition. Déjà, un premier mot de définition de l'endocardite infectieuse. Donc, c'est une infection d'une ou plusieurs valves cardiaques de l'endocarde, hein. L'endocarde, c'est la paroi qui tapisse le muscle du cœur ou de dispositifs électroniques. Donc, ça peut comprendre les pacemakers et les défibrillateurs, et ce, par très généralement des bactéries. Donc, il faut savoir que l'endocardite, c'est une maladie qui est rare et qui est grave. Et c'est l'incidence de l'endocardite, c'est-à-dire le nombre de cas qui apparaissent par an, en fait, augmente avec plus d'endocardite associée aux soins, et notamment avec une bactérie qu'on appelle le staphylocoque, qui est une bactérie de la peau, et la présence également de nouveaux facteurs prédisposants. Donc, c'est-à-dire l'âge, le fait qu'on ait plus de patients avec des prothèses valvulaires, plus de patients avec des dispositifs intracardiaques. Comme je disais, la prévalence, donc le nombre de cas de patients avec une endocardite augmente parce que la prévalence de la population qui ont des cardiopathies congénitales augmente, étant donné que la chirurgie, le cathétérisme cardiaque, en tout cas, la prise en charge des patients avec une malformation cardiaque progresse, et donc ce qui fait que la population des cardiopathies congénitales adultes, en tout cas, grandit. Il faut savoir que le risque en fait de l'endocardite est très variable selon la malformation cardiaque, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Il faut savoir également que l'incidence, et ça je veux être rassurant, est beaucoup plus faible chez les enfants que chez les adultes, et que par contre l'incidence, même si elle reste très faible encore une fois, est plus importante chez des patients qui sont porteurs de certaines cardiopathies, notamment les communications interventriculaires, la présence de ce qu'on appelle des lésions résiduelles multiples après la chirurgie, la présence de matériel intracardiaque, donc les prothèses valvulaires et les pacemakers défibrillateurs. Et je voudrais également revenir sur les valves pulmonaires percutanées qui présentent une incidence globale plus faible que dans la plupart des cardiopathies congénitales. Alors, comment on fait le diagnostic de l'endocardite, ou en tout cas comment on la suspecte? Il faut retenir une chose, c'est que toute fièvre persistante, souvent on dit une fièvre qui persiste pendant plus de 5 jours ou inexpliquée par le médecin traitant, est une endocardite jusqu'à preuve du contraire. Donc il faut la suspecter à partir du moment où on a une fièvre inhabituelle. Et donc comment on fait le diagnostic? Donc la première étape, c'est de consulter. Et le premier examen qu'on fera, donc c'est un examen qu'on fait habituellement en consultation, c'est l'échographie cardiaque. Donc pour vérifier qu'il y ait justement ou pas une infection des valves ou du cœur de façon générale. Très souvent, on a besoin d'autres outils en fait d'imagerie pour faire le diagnostic de l'endocardite, notamment l'échographie transœsophagène, le scanner ou l'imagerie métabolique. Alors, quels sont les facteurs de risque de l'endocardite? Donc, quelles sont les cardiopathies qui sont les plus à risque de l'endocardite? Eh bien, il y en a plusieurs. C'est les cardiopathies cyanogènes. Donc, ça veut dire tout simplement les cardiopathies avec des saturations basses inférieures à 95%. Les liaisons gauches, notamment les bicuspides aortiques, les sténoses de la valve mitrale.
On l'a vu, les communications interventriculaires, donc c'est-à-dire les trous dans le cœur, les patients qui ont eu une opération 6 mois avant, les patients diabétiques, les interventions médicales récentes, notamment la pose de prothèses, et, et de façon très importante, les patients qui ont des prothèses valvulaires, qu'elles soient posées par voie percutanée ou chirurgicale, ou en fait la présence de tout matériel intracardiaque comme les pacemakers ou défibrillateurs. Je reviens sur les patients qui ont des valves pulmonaires percutanées, donc vous en avez sans doute entendu parler, donc soit les valves Mélodie, soit les valves Edwards. Le fait d'arrêter l'aspirine, donc c'est pour ça qu'on introduit de l'aspirine au long cours pour ces patients-là. Le fait d'arrêter de l'aspirine est un facteur de risque d'apparition d'une endocardite. Alors, comment on traite l'endocardite? En tout cas, lorsqu'on la suspecte, il faut agir rapidement, puisqu'on a vu, c'est une maladie qui est rare, certes, mais qui est grave. Et donc, la première étape, c'est de consulter votre cardiologue, de consulter votre cardiologue référent, ou si la fièvre est intolérable, eh bien, c'est de venir consulter aux urgences ou à l'hôpital. Donc, il ne faut pas banaliser, en tout cas, une fièvre inexpliquée. Autre message important, c'est de ne pas prendre des antibiotiques comme ça à la volée. Je sais que certains ont des antibiotiques dans leur trousse à pharmacie, de ne pas prendre des antibiotiques sans l'avis d'un médecin. Pourquoi? Parce que si vous prenez des antibiotiques alors qu'on n'a pas du tout identifié la bactérie responsable de l'endocardite, eh bien ça risque de décapiter, c'est-à-dire de sous-estimer l'identification de la bactérie et de ne pas adapter le traitement le plus adéquat possible. Le traitement de l'endocardite, c'est les antibiotiques. Une fois qu'on a identifié la bactérie, et souvent, donc c'est une antibiothérapie par les veines, donc qui nécessite une hospitalisation. Une antibiothérapie qui est très longue, qui dure entre 4 à 6 semaines et qui peut être relayée par voie buccale au bout de 4 semaines selon la bactérie. Malheureusement, dans 20 à 60% des cas, une réintervention est nécessaire pour enlever la bactérie qui est déposée dans le cœur. Alors, comment prévenir l'endocardite? Eh bien, on le répète souvent en consultation, c'est l'antibioprophylaxie avant tout geste dentaire. Donc, c'est de prendre des antibiotiques avant tout geste dentaire, y compris le détartrage. Faire très attention donc à l'hygiène dentaire, donc bien se brosser les dents enfin, au moins au minimum 2 fois par jour. Faire très attention à désinfecter des plaies lorsque vous en avez. Faire très attention également à tout ce qui peut faire des portes d'entrée cutanées de la peau, notamment lors des gestes comme les tatouages ou les piercings. Et donc, moi, j'insiste surtout parce que c'est vraiment ça qui est étudié, c'est le suivi dentaire. Il faut vraiment consulter le dentiste 1 à 2 fois par an. Quand on parle d'antibioprophylaxie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'il faut prendre des antibiotiques 1 heure avant le geste dentaire. Donc là, je vous ai remis sur la diapositive le type d'antibiotique. Donc soit c'est l'amoxicilline 2 grammes pour les adultes ou 50 euh, milligrammes par kilo pour les enfants, 1 heure avant le geste. Et si vous avez des allergies à l'amoxicilline, ça sera la clindamycine. Alors, qui est éligible en fait à l'antibioprophylaxie avant tout geste dentaire? Donc, ce sont tous les patients qui sont à risque d'endocardite infectieuse. Donc, comme on l'a vu, c'est tout simplement les patients qui ont déjà fait des endocardites, parce qu'on sait que lorsque vous avez fait une endocardite, vous risquez d'en refaire de nouveau. Tous les patients, et ça, je le répète de nouveau, donc tous les patients qui ont des prothèses de valve, qu'elles soient posées par voie percutanée ou chirurgicale, ou tout geste en fait de réparation de valve. Tous les patients aussi qui ont eu des fermetures de trous, donc CIV, CIA, dans les 6 mois qui suivent le geste. Les patients qui ont une cardiopathie congénitale cyanogène, donc ça également, on l'a vu, qui est donc avec une saturation inférieure à 95%. Et alors, c'est pas dans les recommandations, mais en pratique, on le fait. C'est les patients qui ont des communications interventriculaires. Souvent, on préconise effectivement donc l'antibioprophylaxie parce qu'on sait qu'ils sont plus à risque d'endocardite. Enfin, donc les messages clés de l'endocardite, c'est de dire que bon, c'est une maladie qui est quand même rare, hein, c'est une incidence faible, mais qui reste grave, et donc pour lequel il faut agir vite. Donc toute fièvre persistante ou inexpliquée, il faut suspecter l'endocardite jusqu'à preuve de contraire, et donc il ne faut pas laisser les choses traîner, parce que plus vous laissez les choses traîner, plus l'infection risque de progresser. Donc il faut consulter votre cardiologue référent ou venir à l'hôpital.
Ne pas prendre des antibiotiques de nouveau si la fièvre n'a pas été expliquée pour éviter de décapiter le diagnostic. J'insiste sur la prévention de l'endocardite par l'antibioprophylaxie pour les cardiopathies à risque seulement, et ce, uniquement pour les gestes dentaires. Bon, pour tous les autres gestes médicaux, il n'y a pas d'intérêt à une antibioprophylaxie. C'est vraiment les dents, les dents et les dents. Et donc au quotidien, comment prévenir? Eh bien, l'hygiène dentaire, brossage dentaire, bien sûr, désinfecter les plaies lorsque vous en avez, attention au tatouage et au piercing. Merci. Merci beaucoup, docteur. Jean Gaspard, est-ce qu'on a déjà des questions? Alors, un sujet revient beaucoup sur le tatouage et le piercing, entre autres. Est-ce que l'antibiotique est systématique? Enfin, est-ce qu'il faut prendre un antibiotique systématiquement? Non, alors pour l'antibiothérapie, enfin pour le piercing ou le tatouage, il n'y a pas d'antibiothérapie préconisée. Moi, je veux revenir justement sur le tatouage, le piercing. Alors les cas d'endocardite secondaire, un tatouage et un piercing sont extrêmement rares. Mais pour autant, il faut quand même faire attention à l'hygiène en fait des tatoueurs ou des personnes qui posent les piercings. Donc, il faut vraiment, quand vous faites faire un tatouage ou un piercing, eh bien, il faut le faire dans des structures en fait dont vous avez confiance et dont vous savez que l'hygiène est impeccable. Et bien sûr, si jamais un jour, après un tatouage ou un piercing, vous avez de la fièvre, eh ben là également, il faut penser à l'endocardite. Mais il n'y a pas d'antibiotique à prendre avant, un geste de tatouage ou de piercing. Ensuite, une question sur le syndrome sur une biscuite Bicuspide pardon, aortique. aortique. Quelle prophylaxie pour les enfants à risque? Alors, pour la bicuspidie aortique native, c'est-à-dire que pour une bicuspidie aortique qui n'a pas été opérée, pareil, dans les recommandations européennes, en fait, il n'y a pas d'antibioprophylaxie à prendre. Même pour les gestes dentaires, il n'y en a pas. Alors, je sais que certains cardiopédiatres le font pour les bicuspidies. À titre personnel, je ne le fais pas vraiment puisqu'elles ne sont pas vraiment dans les recommandations. Le risque d'endocardite est un tout petit peu plus élevé que dans la population générale, mais il reste quand même minime. Par contre, pour les bicuspides aortiques qui ont été réparés, donc c'est-à-dire chez qui on a posé une valve, donc biologique ou mécanique ou une valve artificielle, évidemment, là, il faut une antibioprophylaxie pour tout geste dentaire. Chez un bébé de 22 mois, Oui. des hausses de température inexpliquées, est-ce que ça implique systématiquement la peur de l'endocardite pour une valvulopathie aortique? Alors, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est l'incidence chez les enfants et encore plus chez les bébés de l'endocardite est extrêmement rare. Extrêmement rare. Par contre, si la fièvre n'a pas été expliquée par quoi que ce soit par le pédiatre, évidemment, il faut quand même refaire enfin, consulter le cardiopédiatre pour aller vérifier la valve aortique. Mais c'est vraiment très, très, très extrêmement rare, en fait, les cas d'endocardite chez les enfants et encore plus chez les bébés. J'ai une question sur un enfant qui a fait une endocardite, mais qui n'a jamais eu Oui. de fièvre, ni aucun autre symptôme. Alors ça arrive. Malheureusement, la médecine, c'est jamais du 100% hein, sur la clinique. Mais ça a été diagnostiqué comment? Sur une inflammation dans le sang, j'imagine. J'ai pas l'information, On je ne suis sait désolé. pas. Non. Alors, il y a quand même un symptôme. Alors, certes, alors, il y a certaines endocardites qui ne provoquent pas de fièvre parce que ce sont des bactéries qui sont, comment dirais-je, à croissance lente. La plupart quand même des endocardites sont à croissance rapide, c'est-à-dire qu'elles poussent très rapidement dans le sang, donc elles donnent quand même des tableaux très typiques avec de la fièvre, une fatigue très importante ou un essoufflement très important. C'est surtout la fièvre en fait le point d'appel de l'endocardite. Et par contre, effectivement, dans des cas un peu plus rares, il existe des endocardites avec des bactéries qui poussent très lentement. Et dans ce cas-là, évidemment, il n'y a pas beaucoup de fièvre. Le diagnostic se fait de façon souvent fortuitement par une prise de sang, avec une prise de sang qui montre qu'il y a une inflammation dans le sang. Et là, évidemment, il faut rechercher l'endocardite, en tout cas pour les cardiopathies qui sont à risque. Dans le cas d'une cure complète d'une tétralogie de Fallot, qui est à moins de 6 mois, est-ce qu'il y a des risques, euh, surtout quand il y a des apparitions de fièvre inexpliquées? C'est tétralogie de Fallot qui a été opéré à quel âge?
On ne sait pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel âge avait cette personne. C'est une tétralogie de Fallot qui a 5 mois qui vient d'être réparée, hein. C'est ça, si j'ai Ouais, bien compris. ouais. Alors là, encore une fois, à Elle est en 5 train de faire mois, ses dents, donc elle doit. Enfin voilà. donc, encore une fois, pareil, hein, le risque d'endocardite infectieuse chez les enfants, il est quasiment inexistant. Enfin, il n'y en a quasiment pas des endocardites. Quand la tétralogie de Fallot vient d'être réparée, souvent, on ne pose pas de valve pulmonaire artificielle. Donc, il n'y a pas de valve pulmonaire artificielle. La valve a été réparée chirurgicalement, mais il n'y a pas de prothèse artificielle au niveau de la valve pulmonaire. Quand on ferme le trou, alors effectivement, normalement, le trou est bien fermé avec un patch. Et donc, normalement, il n'y a pas de trou résiduel. Et donc, ce risque d'endocardite, effectivement, est extrêmement faible. Mais là, encore une fois, pareil. C'est-à-dire que si la fièvre n'est pas expliquée par autre chose par le pédiatre, il faut évidemment revérifier la cardiopathie par le cardiopédiatre. Mais le premier diagnostic, effectivement, d'une fièvre chez un enfant qui a une tétralogie de Fallot, qui a été opéré récemment, il faut vérifier que ce ne soit pas une otite, une infection virale ou autre. Mais ça, c'est d'abord le boulot du pédiatre. Et ensuite, si le pédiatre ne comprend pas la fièvre, évidemment, il faut aller voir la cardiopathie avec le cardiopédiatre. Une correction de TGV est-elle à risque? Alors, une transposition des gros vaisseaux, que ce soit par les deux techniques chirurgicales, normalement n'est pas à risque, sauf s'il y a des trous résiduels, par exemple les techniques de Senning ou de Mustard, c'est-à-dire c'est les techniques où on a inversé les oreillettes. S'il y a des trous résiduels, comme il y a un trou résiduel, eh bien le risque est évidemment plus important. Et enfin, les premières poussées dentaires sont-elles à risque? Sont-elles à risque? Non, c'est pas décrit ça. C'est pas du tout décrit. Les poussées dentaires peuvent donner en effet de la fièvre chez les enfants, mais en tout état de cause, on n'a jamais vu des endocardites liées à une poussée dentaire. Et encore une fois, chez les enfants, l'endocardite infectieuse est, je le répète, mais extrêmement rare. Très bien. Merci beaucoup, docteur, pour Juste, toute... Céline, excuse-moi, Oui, il y a Florian qui a levé la main. Je pense que c'est son fils qui a eu une endocardite sans symptômes. Peut-être qu'il veut préciser sa parole. Oui, ouais, oui, ok, pas de bonjour. souci. Oui, simplement pour, voilà, c'est notre fils, il a fait une endocardite, en effet, il n'a jamais eu de fièvre, il n'a jamais eu de symptômes, et c'est parce qu'il a été opéré, bon, à maintes reprises, et il a une valve aortique qui est mal formée, qui a été changée suite à une intervention de Ross, et également, donc, voilà, et c'est cette valve aortique qui a été contaminée par une bactérie qui a dû être changée, et c'est à ce moment-là qu'ils se sont rendu compte qu'il avait fait une endocardite. Mais il n'a jamais eu de Ouais, alors fièvre. ça, c'est des endocardites effectivement à minima qui sont. Mais alors le ROS, par exemple, typiquement, c'est vraiment des modifications valvulaires, c'est-à-dire qu'en fait, on remplace les valves. Et à partir du moment où on remplace les valves et on met une prothèse, donc ce qu'il avait eu, c'est une homogreffe pulmonaire, donc c'est une valve autre. Et en fait, à partir du moment où vous remplacez les valves, évidemment, là, vous êtes à risque d'endocardite infectieuse. Donc les ROS, par exemple, typiquement, les résultats chirurgicaux sont très bons, donc, mais par contre, il faut être vigilant sur ce risque d'endocardite. Ouais. En fait, à partir du moment où vous avez des remplacements de valves, évidemment, là, vous tombez dans la case risque d'endocardite. C'est vrai que c'est comment c'est une bactérie ce qu'ils appellent à bas bruit. Ah bah bruit, ouais, exactement, ouais. Bas bruit, donc finalement, c'est pour ça qu'il n'a pas dû faire de fièvre en fin de compte. Exactement. Et qui, Mais du coup, qui est le tableau sûrement. était moins bruyant, ils se sont rendus compte en cours du suivi, j'imagine, Bah, c'est-à-dire que quand ils l'ont opéré, ils ont changé sa valve aortique, ils sont aperçus qu'il avait qu'elle a été délabrée, ouais, ouais. pas été délabré et il y avait du pus, voilà, et qu'ils pensent que ça venait sûrement de sa valve pulmonaire qui était une homocrète. Bah, voilà, ils Oui, pensent. et Voilà, pneumocrève, ouais. voilà, voilà. Très bien, merci beaucoup. Je propose qu'on laisse la parole à Rachel, qui va pouvoir nous présenter pendant ces 2 minutes, nous parler de son association. Ah oui, bonjour à tous. Alors moi, je suis Rachel Mécha, je suis la présidente de l'association Déborah. Donc, l'association Déborah, elle a été créée suite au décès de ma sœur il y a 1 an et demi
d'une endocardite infectieuse suite à une bicuspidie aortique, sauf que ça n'avait jamais été diagnostiqué. Elle est rentrée à l'hôpital principalement pour des nausées de grossesse, et c'est là-bas qu'ils ont diagnostiqué l'endocardite et la bicuspidie. Et elle est décédée très très rapidement, ça a été très très rapide, elle est décédée en moins de 24 heures. Donc elle était très très jeune, elle avait 37 ans, donc ça a été très rapide. Par la suite de ça, on a décidé de créer une association. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Oui. Ok. Donc l'association Déborah elle a été créée pour lutter contre l'endocardite infectieuse. En fait, ce qu'on fait dans l'association, c'est que notre première action, c'est d'informer et de sensibiliser sur l'endocardite infectieuse. Qu'est-ce que c'est, comment on peut l'éviter, qui sont les personnes à risque, informer sur les bons gestes bucco-dentaires, que ça soit pour les patients à risque, mais aussi pour tout le monde, parce qu'il y a des endocardites sur cœur sain. Ça arrive. Vraiment promouvoir le diagnostic précoce, c'est-à-dire en cas de risque, de fièvre, de symptômes, il faut aller à l'hôpital, etc. Il ne faut pas attendre. On informe sur la prévention, donc comme je vous disais, des bactéries bucco-dentaires, et on essaye de soutenir et d'aider les patients à risque. On travaille sur des projets d'éducation thérapeutique avec des hôpitaux à Paris, notamment la Pitié-Salpêtrière, où on fait vraiment des questionnaires pour les patients à risque sur l'endocardite, comment ça vient, comment on peut l'éviter, etc. Cette année, l'association, elle a fait déjà pas mal d'actions. On a fait des campagnes de prévention, de sensibilisation. On a rencontré plusieurs cardiologues et plusieurs services de cardiologie en Île-de-France, mais aussi à Marseille. On travaille beaucoup avec l'AEPUI, qui est une association de lutte contre l'endocardite, mais plus avec les professionnels de santé. Et on a une journée le 17 mars sur vraiment l'information, la sensibilisation de l'endocardite infectieuse, de bien prendre soin de son cœur et de limiter un maximum les risques d'endocardite pour les patients à risque. Voilà, j'ai essayé d'être le plus rapide possible. Parfait, merci beaucoup Rachel. Je vous propose qu'on laisse la parole à Caroline, qui est donc une maman et qui va pouvoir nous partager son témoignage. Alors, du coup, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Caroline. Vous voyez bien mon écran? Oui, Ok, parfait. Donc, moi, je suis Caroline. J'ai donc deux enfants. Aaron, qui a une tétralogie de Fallot, et Lenny, qui, lui, n'a rien du tout. Alors, du coup, pas de bol, mais nous, on est le cas peut-être unique du docteur, puisqu'il a fait une endocardite à 4 mois. Il a donc ce qu'on appelle une tétralogie de Fallot. Il a été opéré 3 fois à cœur ouvert. Donc la première fois, ils ont essayé de poser donc un Blaloc. Donc c'est un tube qui relie l'aorte à l'artère pulmonaire pour essayer de l'ouvrir. Et en fait, c'est un tube qui est vraiment très petit, donc 2 ou 3 millimètres. Et au bloc, le tube a certainement été mal posé. Du coup, en réa, ils ont été obligés de rouvrir pour repositionner correctement le Blaloc. Donc on pense que c'est à ce moment-là qu'il a chopé quelque chose, certainement. Parce qu'en fait, on va dire 1 mois après l'opération, un matin, on a retrouvé notre fils tout gris. Donc la tétralogie de Fallot, c'est généralement une malformation qui est cyanosante. Et lui, il n'a jamais été bleu, donc aussi bien à la naissance que après, avant le bloc. Donc un jour, on l'a retrouvé tout gris, donc direct aux urgences. Il a été transféré ensuite à l'hôpital qu'il avait opéré, donc à Marie-Lannelongue. Et là, très rapidement, après les tests sanguins, hein, ils ont confirmé que c'était une endocardite. Elle était vraiment très, très développée. Donc, il mangeait plus, il était complètement amorphe. Donc, ils ont essayé de commencer à passer des antibiotiques. Et voyant que ça faisait rien, en fait, ils ont décidé de réouvrir pour enlever tout ce qu'ils avaient fait, essayer de nettoyer et reposer autre chose. Donc on est resté plus de 3 semaines à l'hôpital. Alors nous, on a eu de la chance. On est sorti avec des antibiotiques, mais en hospitalisation à domicile. Donc donc ils ont posé ce qu'on appelle un PICC line. Donc c'est un espèce de cathéter qui gardait tout le temps pour éviter justement de le piquer à chaque fois ou de rester 4 semaines à l'hôpital. Donc nous, on est sorti avec ce cathéter et en fait tous les jours, il y a une infirmière qui venait pousser des antibiotiques. Donc, on a eu quand même beaucoup de chance parce que ça nous a permis de sortir de l'hôpital et d'être chez nous et d'être tranquille. Donc, ça, c'était vraiment plutôt super.
Et du coup, après, la tétralogie de Fallot, donc mon fils a 10 ans, se réparait en 2 fois. Donc après, il a eu un troisième bloc pour faire la réparation complète. Aujourd'hui, du coup, il va super bien, il n'y a pas de symptômes, rien du tout. Par contre, bien entendu, suivi dentaire tous les ans. Donc depuis qu'il a, je crois, 3 ans, on l'emmène tous les ans chez un dentiste. Donc c'est un dentiste pédiatrique qu'on a trouvé qui est vraiment super. Elle est vraiment très douce, elle comprend, elle a l'habitude de gérer les enfants avec des malformations, donc elle sait ce qu'il faut faire au niveau des gestes, etc. On est super attentif dès qu'il y a une poussée de fièvre ou dès qu'il y a quelque chose, une plaie ou des choses comme ça, on fait très très attention là-dessus. Le cas pratique, on l'a eu il y a un mois. Aaron, à 10 ans, il a un appareil dentaire et en mangeant un bonbon, il a une de ses prémolaires qui est tombée. Donc à 10 ans, on se dit, enfin nous, on était complètement à la masse avec les dents. On se dit, mon Dieu, donc la dent, il perd sa dent, donc bien sûr, il saigne, etc. Donc là, c'est la grosse panique. On se dit, mon Dieu, voilà, l'endocardite, ça va revenir, etc. Donc on a filé aux urgences pour essayer de passer des antibiotiques. Le médecin aux urgences était un petit peu débordé et tout. J'ai tout de suite pris un rendez-vous chez un dentiste, chez la dentiste, en me disant il faut absolument qu'elle regarde ce qui se passe parce que le médecin aux urgences nous disait qu'il y avait encore un bout de dent à l'intérieur. Donc je vous imagine, enfin, je sais pas si vous imaginez la catastrophe pour nous. Et en fait, on a été chez le dentiste genre quelques jours plus tard et en fait non, c'était en fait sa dent, sa molaire définitive d'adulte qui avait fait tomber la prémolaire d'enfant. Et en fait, il n'y avait pas du tout de bout de dent, il n'y avait même pas besoin d'antibio, rien du tout. Mais juste pour vous expliquer, voilà, il faut, même si voilà, maintenant on sait qu'il y a des dents qui tombent et que ça craint rien, voilà, même en ayant l'expérience, on peut encore avoir peur pour l'endocardite et vraiment surveiller dès qu'il y a des symptômes ou des choses qui pourraient être une porte d'entrée pour une infection, en effet. Très bien, super. Merci beaucoup, Caroline. Est-ce qu'on fait une session questions un petit peu, Jean-Gaspard? Est-ce qu'il y a des questions qui sont venues? Alors, une question toujours sur la TGV, en fait. Pour un enfant de 3 ans qui va très bien, opéré à 5 jours, faut-il faire attention aux soins dentaires jusqu'à l'âge adulte? Enfin, même à l'âge, enfin, jusqu'à l'âge adulte. Donc, plutôt docteur Lee. Bah, en fait, ça dépend de la réparation de la transposition. Si c'est simplement un switch artériel, enfin, c'est-à-dire qu'on inverse les vaisseaux et qu'on n'a pas touché aux valves, encore une fois, on parle de risque, hein. Le risque d'endocardite est très faible, mais dans tous les cas, en fait, à partir du moment où vous avez une réparation chirurgicale, il faut y faire attention aux dents. Mais ça vaut pour la population générale aussi. Donc, suivi dentaire tous les ans. Ouais. De toute façon, dans tous les cas, à partir du moment où vous avez une cardiopathie, même si les risques sont faibles, ça vous dédouane pas de ne pas avoir de suivi dentaire. Pour l'instant, c'est tout pour moi. Très bien, merci. Nous allons passer à Benoît, du coup, qui va pouvoir apporter son témoignage de patient. Je te laisse la parole, Benoît. Merci Céline, bonjour à tous. Du coup, je suis Benoît, je suis bénévole à l'association Petit Cœur de Beurre. Et il y a 2 ans et demi, c'était en juillet 2021. Donc, je suis porteur d'un ventricule unique. J'ai été opéré 2 fois dans ma petite enfance, à 3 mois et à 2 ans. J'avoue que l'endocardite, c'est quelque chose d'assez récent pour moi. J'en ai pas entendu depuis. Enfin, c'est pas quelque chose dont on a parlé dans mon enfance. Même si on me parlait un peu de faire attention aux dents, mais pas beaucoup plus, pas de prophylaxie antibiotique, etc., etc. Et du coup, donc en juillet 2021, j'ai commencé à ressentir de la fatigue. Donc j'étais en plein déménagement, j'ai pas forcément porté attention. Et après, s'est installée la fièvre. Et au bout de quelques jours, ben, j'ai été voir mon médecin, sachant qu'en même temps, j'ai eu un problème à l'œil où j'avais l'œil tout rouge, donc une infection de l'œil au final.
Voilà, donc il m'a amené chez mon médecin qui m'a envoyé vers ma cardiologue et j'ai fait une prise de sang entre-temps. Donc j'avais une CRP qui est le marqueur des infections très élevé et je suis sous anticoagulant. J'avais un INR à 21, sachant que normalement je dois être autour de 3. Voilà, donc un gros impact sur les analyses biologiques. Et après 2-3 jours d'hospitalisation, il s'est avéré que la bactérie qui était dans mon corps, c'était un staphylocoque doré. Voilà, donc moi, j'ai malheureusement pas eu la chance d'Aaron. L'HAD a voulu être mis en place pour que je puisse avoir mon traitement antibiotique à domicile. Et le jour où l'infirmière de l'HAD est venue me voir, j'ai fait une poussée de fièvre. Donc, je suis resté. Et au final, je suis resté hospitalisé pratiquement 2 mois. Voilà, avec des antibiotiques tous les jours ou tous les 2 jours en intraveineuse, des rechutes avec des poussées de fièvre à chaque fois qu'il s'agissait qu'on voulait me faire sortir, j'avais une poussée de fièvre qui reprolongeait l'hospitalisation. Et suite à ça, en fait, j'ai été réopéré pour enlever le reste. Alors, l'intervention à la base était prévue, pas l'endocardite, mais du coup, j'ai été réopéré pour corriger ma malformation et aussi retirer le caillot que j'avais dans l'oreillette qui pouvait être porteur de la bactérie. Voilà. Donc aujourd'hui, comme l'a dit le docteur Lee, le plus important, c'est la surveillance dentaire, de faire attention aussi aux plaies et d'aller voir le médecin en cas de fièvre inexpliquée. Sachant que pour moi, au final, on n'a jamais trouvé la porte d'entrée de l'endocardite. Je ne sais pas comment je l'ai attrapé, si c'est dentaire, cutané, je ne sais pas. Voilà. Donc, pour moi, ça reste un moment compliqué parce que 2 mois d'hospitalisation, c'est pas fantastique. Et voilà, si on peut l'éviter, autant faire en sorte que ce soit évitable. Voilà, merci. Merci Benoît. Jean-Gaspard, des questions? Alors oui, une première question qui est posée à Rachel. Où se passe la journée du 1er mars? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui. Bon. Alors, la journée du 17 mars, Le 17 mars, pardon. 17 mars, c'est à Romainville, dans le 93, en Île-de-France. C'est une journée qui a lieu de midi à 18h. Voilà. Mais on aura sur les réseaux sociaux, on présentera au moment l'invitation, etc. Et si besoin à certaines personnes, on pourra envoyé l'invitation aussi par mail. Une Très question bien, pour le merci. docteur Lee, et il va être encore un peu sollicité, docteur. Pourquoi les personnes qui sont porteurs d'une cardiopathie congénitale sont-elles plus à risque d'une endocardite que les personnes ayant un cœur dit sain? Parce que, quand vous avez une cardiopathie congénitale, dans la très grande majorité des cas, vous avez été opéré. Donc, on a fait quand même des gestes chirurgicaux, soit sur les valves, soit parce qu'il y a un trou et donc il y a du matériel dans le cœur. Et en fait, l'endocardite, comme je l'avais dit dans le topo, c'est-à-dire c'est une infection, c'est des bactéries qui se déposent sur du matériel intracardiaque. Donc, c'est du matériel étranger, quoi qu'il en soit. Ça peut être des patchs, ça peut être des prothèses. Et ces prothèses, en fait, comme c'est pas des choses qui sont entre guillemets physiologiques, les bactéries, elles se déposent plus facilement sur ce matériel-là. Donc, pour revenir pour le matériel, donc je comprends également pacemaker, défibrillateur. Donc tout le matériel en fait intracardiaque, les bactéries peuvent se déposer dessus et pousser dessus. Alors ça existe, hein, les endocardites sur cœur sain, mais là aussi c'est pas très fréquent non plus. Donc, Mon fils de 11 ans a des pics de fièvre inexpliqués une fois par an. Cela peut venir de quoi?
valve mitrale en attente d'opération. Alors Idée là, patchée. si c'est des fièvres inexpliquées, oui, il faut re-regarder la cardiopathie. Donc, il faut consulter votre cardiologue congénitaliste, donc faire l'échographie cardiaque. De toute façon, dans le bilan de la fièvre, et ça, je l'avais pas dit dans mon topo, mais ça nous concerne plus médecin, il faut faire des prises de sang, des bilans biologiques, notamment ce qu'on appelle des hémocultures pour rechercher des bactéries dans le sang. Parce qu'à partir du moment où vous avez des bactéries dans le sang, sur les hémocultures, eh bien, il faut aller plus loin dans les investigations pour rechercher une endocardite. Souvent, comme je disais dans mon topo, l'échographie cardiaque suffit peu, enfin suffit pas. C'est un premier jet d'exploration complémentaire. Et en gros, lorsqu'on suspecte l'endocardite, il faut faire d'autres examens d'imagerie. Et Donc, enfin, une dernière question. Une jeune fille de 6 ans avec une cardiopathie complexe, cure complète il y a 5 ans, plusieurs plasties valvulaires, sous antibioprophylaxie auracilline au long cours. Euh, Est-ce que l'auracilline suffit pour les soins dentaires et combien de temps avant le rendez-vous dentaire faut-il prendre l'auracilline? j'ai pas très bien compris. L'antibiotique. Elle est sous aurastyline au long cours, c'est-à-dire tous les jours? Carasplénie totale. L'auracilline suffit-elle aux soins dentaires ou non? Alors, l'oracilline, c'est pas forcément un antibiotique pour la prévention de l'endocardite, c'est surtout enfin, c'est surtout l'amoxicilline. Et normalement, c'est une injection, une Une prise de prise? comprimé 1 heure avant le geste dentaire. Et une seule suffit. Alors, juste pour dire que quand même, les dentistes, parfois, ils mettent sur plusieurs jours l'antibiothérapie pour des soins dentaires. Et alors ça, c'est à leur appréciation parce que si juste qu'il y a un petit abcès, une petite lésion à traiter, là, effectivement, il faut le traiter sur plusieurs jours, la liaison dentaire, donc d'antibiotiques. Par contre, alors, j'ai pas très bien compris le dossier. L- euh, si on est sous antibiotiques au long cours pour d'autres raisons, X ou Y raisons, normalement, il n'y a pas besoin de refaire une injection ou une prise d'antibiotiques avant le geste. Merci, docteur. Ben écoutez, cet infocœur touche à sa fin. Est-ce que vous n'hésitez pas à continuer à poser quelques questions si jamais on peut y répondre, on a un petit peu de temps. Donc, je vais finir par vous proposer. Donc, je vous rappelle du coup que vous pouvez trouver via notre site internet les outils du patient, qu'on appelle les fiches essentielles, qui pourront ben, peut-être répondre à certaines de vos questions. Pour les petites actualités, du coup, le prochain infocœur sera sur la thématique du développement pardon, de l'enfant. Nous vous tiendrons informés pour la date, on l'a pas encore. Et puis la petite actu du mois de février, donc le 14 février, on le sait, c'est la fête des amoureux, mais pas que. C'est aussi la journée de sensibilisation aux cardiopathies congénitales. Et pour l'occasion, nous proposons un petit challenge que nous faisons depuis quelques années. C'est le Je t'aime, le W, c'est le M à l'envers. Comme vous pouvez le voir sur les photos, voilà, c'est un cœur voilà, sur les deux doigts. Donc, n'hésitez pas à le partager ben, via les réseaux sociaux en taguant l'association. Voilà du coup pour les dernières actualités. Merci à vous de vous être connectés, d'avoir pris ce temps-là. Merci à nos intervenants, merci au docteur Lee, merci Merci. à Benoît, merci à Caroline, merci à Rachel d'avoir été là. Et Céline, ouais, il y a une question allez-y pour les ouais, sur pour les réponses. la carte de prévention. Effectivement, alors je ne sais plus si on l'a fait nous ou pas, mais il y a une carte qui existe de prévention qui indique qu'on est sujet, qu'on est personne à risque d'infection à endocardite. Et du coup, il y a une carte qui existe. Alors, je ne sais plus par contre où se la procurer. Si vous en avez fait, Ouais, j'ai enfin, un doute. nous, Je sais que je chaque l'avais eu. praticien, on en a de petits cœurs de beurre, justement, qu'on peut remettre aux patients pour dire que La on est fédération. plus à risque d'endocardite infectieuse. Ouais, 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 on en a effectivement. Ouais.
Bien. Mais chaque praticien en a, donc si les patients le souhaitent, effectivement, on peut nous vous en remettre en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Jean-Gaspard, ou on peut clôturer? Touloulou. Un pic de fièvre de quelques heures, mais inexpliqué peut-il suffire à suspecter une endocardite? Bah, nous, on est toujours Sans très autre. méfiants, on est très méfiants, on est toujours très méfiants de la fièvre. euh, et donc, quand on a une cardiopathie congénitale, donc la première chose, c'est de consulter son médecin traitant et de faire donc des prises de sang pour vérifier qu'il n'y ait pas de bactéries dans le sang, donc notamment des hémocultures. Surtout si c'est des cardiopathies à risque, effectivement, il faut quand même consulter et voir le médecin traitant. Alors après, si c'est inexpliqué, oui, il faut déjà lancer des hémocultures. Merci, docteur. Ce sera tout pour moi. Très bien. Merci. Ben, écoutez, merci beaucoup à tous. Merci. Euh, Nous allons du coup clôturer cet infocœur. Merci pour votre participation et puis je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et puis à une prochaine fois pour un nouveau infocœur.